Alors, on continue avec les champs de pratique IPS. Je vous ai dit la néonate, la pédiatrie, les soins aux adultes qui avant étaient la cardiologie, la néphrologie. Maintenant, c'est tout dans le même groupe, les adultes. La santé mentale est la première ligne. La première ligne, c'est celles qui sont à l'urgence ou dans les cliniques médicales et qui font des suivis plutôt généraux, là. On va à l'hôpital, on est un P4 ou un P5, là, genre j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge, ça serait l'IPS pourrait gérer ça. Alors, qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire de plus, les IPS? Elles ont le droit de prescrire des examens diagnostiques. J'ai besoin d'une prise de sang pour savoir si l'hémoglobine elle est basse, si j'ai besoin de savoir si les globules blancs sont élevés. L'infirmière praticienne peut prescrire cette prise de sang-là. Elle peut prescrire des rayons X, elle peut prescrire toutes sortes d'examens pour pouvoir faire un suivi de ses patients. Elle peut utiliser les diagnostics plus invasifs, là, genre scan, résonance magnétique, biopsie. Elle peut prescrire des médicaments, d'autres substances. En gros, les infirmières praticiennes, souvent, vont suivre les cas qui sont stables. Et quand ça devient instable, ben là, à ce moment-là, il faut passer la POC à un spécialiste ou à un médecin. Elle peut prescrire des traitements médicaux, autant des médicaments que autres. Et puis, elle peut utiliser des techniques invasives là, pour faire des diagnostics. Alors, c'est vraiment, tu sais, elle a quand même beaucoup d'autonomie, cette infirmière-là. Pour devenir une infirmière praticienne, il faut avoir un bac, il faut avoir minimum 2 ans d'expérience dans la pratique qu'on veut faire. Alors, dans ce cas-ci, si on veut travailler, on veut être une IPS en pédiatrie, ben, il faut avoir 2 ans d'expérience en pédiatrie. Donc, il faut avoir un bac, 2 ans d'expérience et il faut faire la maîtrise IPS parce qu'il y a plus qu'une sorte de maîtrise. Mais là, on fait la maîtrise IPS et ça, si on le fait à temps plein, sans arrêter, sans échouer rien, ça prend 2 ans. Alors, c'est quand même pas rien, là. Alors, si on continue, on est encore dans la loi des infirmiers et infirmières du Québec qui a été adaptée avec la loi 90. On a le champ de pratique des infirmières auxiliaires qui fait partie de l'article 37. Alors, je vous ai mis le lien pour aller voir ce que l'infirmière auxiliaire peut faire et doit faire. Entre autres, tu sais, en gros, la différence, c'est que l'infirmière auxiliaire collabore à l'évaluation et aux soins des patients. L'infirmière doit chapeauter tout ça, mais l'infirmière auxiliaire a le droit, puis doit évaluer ses propres patients. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais l'infirmière auxiliaire, elle n'a pas le droit d'évaluer. Ben, attends un peu, là, l'infirmière auxiliaire, elle a le droit de faire des signes vitaux, c'est de l'évaluation, ça. L'infirmière auxiliaire, elle a le droit de regarder les plaies, c'est de l'évaluation, ça. Tu sais, l'infirmière auxiliaire, elle a le droit de faire toutes sortes de choses, mais elle est chapeautée par l'infirmière pour s'assurer qu'on voit le patient d'une façon globale. On va voir aussi que les intervenants non professionnels, ça peut être autant les préposés aux bénéficiaires que les auxiliaires familiales, que les aidants naturels vont faire partie de ce groupe-là et eux aussi vont avoir le droit de faire des choses, puis c'est dans la loi 90 tout ça. Alors, on dit de l'infirmière auxiliaire qu'elle contribue à l'évaluation, puis qu'elle prodigue les soins selon le plan de traitement infirmier, selon les prescriptions médicales. Les intervenants non professionnels, là, on est rendu dans l'article 39.6. Là, je vous ai dit, ça peut être un parent, ça peut être un aidant naturel, ça peut être un préposé aux bénéficiaires, ça peut être une auxiliaire familiale. C'est bien différent d'une infirmière auxiliaire. Alors, une auxiliaire familiale, c'est quelqu'un qui a eu une formation pour aller aider à faire les soins de base des patients, les habiller le matin, leur faire la nourriture, ils vont faire du ménage des fois. Souvent, c'est des gens qui travaillent aux soins à domicile, au maintien à domicile. Alors, ces gens-là pourraient avoir le droit de faire des trucs qui sont habituellement réservés à des professionnels, aux infirmières auxiliaires ou aux infirmières, mais suite à une formation et pour un patient bien spécifique, aurait le droit de faire certains actes. Je vous donne un exemple.
Si on parle d'un parent, on a un bébé qui part de l'hôpital avec un gavage. Ce bébé-là a besoin d'être gavé 3, 4, 5 fois par jour. C'est un acte professionnel. C'est quelque chose que l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire aurait le droit de faire à l'hôpital, puis que le parent, lui, n'est pas ni infirmier ni infirmière auxiliaire. Mais avant de partir de l'hôpital, on donne une formation sur le gavage d'un bébé à ce parent-là pour ce bébé-là. Alors, ça veut dire que le parent s'en va chez lui et parce qu'il a suivi la formation bien spécifique, a le droit de gaver son propre bébé. Et il a juste le droit de gaver. Là. Il n'a pas le droit de faire autre chose là, qui serait fait en temps ordinaire par le professionnel, soit l'infirmière auxiliaire. Mais il s'en va à la maison et il a le droit de faire le gavage de son bébé à la maison. Est-ce qu'il a le droit d'aller voir le bébé à côté, le bébé de son voisin, qui lui aussi a besoin d'être gavé? Est-ce qu'il peut gaver ce bébé-là? Et la réponse, c'est non. Le parent, suite à la formation, a le droit de faire le gavage de son bébé. Là, je vais arrêter. Excusez-moi, ça bougeait chez nous, puis ça me parlait en bas. Alors, si on récapitule, les intervenants non professionnels ont le droit de faire des trucs professionnels suite à une formation et pour un patient bien spécifique. Je vous donne, vive le télétravail à la maison quand on a du monde en bas, des adolescents de Paris qui arrivent de travailler. Alors, on récapitule, le non-professionnel a le droit de faire des soins suite à une formation et seulement pour des patients bien spécifiques. Exemple, le préposé aux bénéficiaires qui fait des soins à domicile pourrait administrer de l'insuline suite à une glycémie capillaire. Alors, il ou elle a reçu la formation bien spécifique pour une série de patients bien spécifiques, aurait le droit de faire cette tâche-là, cet acte professionnel-là, qui n'aurait pas le droit en temps ordinaire. Alors, j'imagine que vous comprenez là, ce à quoi je veux en venir. Là, ça répète la même affaire que les non-professionnels pourraient faire des soins invasifs, exemple du gavage, des cathétérismes, curage rectal, administrer des médicaments. On voit souvent ça au maintien à domicile ou au soutien à domicile. Donc, dans des ressources privées, des ressources intermédiaires, à domicile, des patients qui restent à domicile mais qui requièrent quand même certains soins. Les soins pourraient être administrés par un aidant naturel, par un parent, par un préposé aux bénéficiaires. Par contre, le parent ou l'aidant naturel ne peut pas faire ces soins-là sur quelqu'un d'autre. Exemple, la madame qui fait les cathétérismes à son mari parce qu'il y a des problèmes de prostate. Alors, elle fait des cathétérismes parce qu'elle a reçu la formation. Elle a le droit de faire cet acte-là, le cathétérisme, à ce patient-là, son conjoint, mais elle ne peut pas aller faire ça au voisin. Et tout ça, c'est dans la loi, dans le projet de loi 90, qui est la loi des infirmiers et infirmières du Québec. La même chose ici, là, ça j'en ai parlé tantôt, les non-professionnels qui pourraient distribuer, administrer des médicaments qui sont prescrits. La plupart du temps, ils sont prêts à administrer. Donc, c'est dans des dispiles ou des dosettes. Même l'insuline, la plupart du temps, va être préparée en pharmacie. Puis, ils ont juste à choisir la bonne l'insuline de la journée. Tu sais, du lundi matin, 8 heures, il y a une insuline de prête, on prend celle-là. Ensuite de ça, on va voir le rôle de la CEPI. Là, je vous ai mis le lien pour voir les activités qui vous sont permises ou les activités plutôt qui vous sont interdites. Parce que comme CEPI, vous allez avoir le droit de tout faire ce que l'infirmière fait, sauf, puis là, je trouve que c'est ça qui est le plus important, les activités qui sont interdites à la CEPI. Donc, on a évalué la condition physique et mentale en GMF ou en clinique privée ou en clinique ambulatoire, au triage, au service courant, parce que là, si vous faisiez cela, vous seriez seul. Donc, on ne veut pas que vous fassiez de l'évaluation de la condition physique et mentale si vous n'êtes pas supervisé par quelqu'un. Vous avez le droit de le faire à l'hôpital parce que vous avez des infirmières autour qui peuvent répondre à vos questions, qui peuvent vous superviser.
Donc, oui, on s'attend de vous que vous fassiez l'évaluation de la condition physique et mentale, mais dans un milieu où vous pouvez être supervisé. Vous n'avez pas le droit de superviser des patients sous moniteur. Donc, si jamais vous êtes engagé comme CPI à l'urgence, en principe, vous ne devriez pas avoir de patients sous moniteur parce que vous ne possédez pas l'expérience pour lire ça, vous ne possédez pas la formation adéquate pour pouvoir évaluer les bandes de rythme. Donc, en principe, vous ne devriez pas être en charge de ce genre de patient-là. Vous pouvez collaborer. S'il y a une infirmière avec vous, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas être en charge d'un patient sous moniteur clinique. Vous ne pouvez pas être en charge de patients grossesse à risque. Donc, vous avez une patiente, vous travaillez à l'unité mère-enfant, vous avez une patiente en pré-éclampsie, comme CPI, vous n'êtes pas supposé vous occuper de ça. Vous n'êtes pas supposé vous occuper des patients au choc, au trauma, en hémodynamie, là. Parce que vous n'avez pas l'expérience et vous n'avez pas les connaissances adéquates pour gérer ce genre de patients-là. Vous pouvez collaborer, vous pouvez aller au choc et au trauma avec d'autres infirmières, puis les aider, puis apprendre de ça, mais vous ne pouvez pas être en charge. Vous ne pouvez pas initier des mesures diagnostiques ou des traitements. Ça veut dire que même s'il y a un protocole décrit pour l'héparine, exemple, et puis que là, vous avez un patient qui arrive avec un non-stémie, puis qu'on vous demande d'initier le protocole d'héparine, vous ne pouvez pas l'initier tout seul. Vous pouvez installer le soluté, vous pouvez aider l'infirmière à le faire, vous pouvez collaborer, mais vous ne pouvez pas être celle qui signe comme de quoi que vous avez fait la bonne vérification, l'héparine selon le poids du patient, on va le partir à temps, on va donner tant de bolus. Ça, c'est une infirmière qui est supposée faire ça. Un coup que l'héparine est installée, puis elle est débutée, là, vous pouvez la gérer. Puis là, le PTT qui va avoir à faire dans 6 heures, puis qu'il va falloir ajuster l'héparine en fonction du PTT, vous allez pouvoir l'ajuster en le faisant vérifier à une infirmière, parce que c'est toujours double vérification, même si vous êtes infirmière, mais vous ne pouvez pas instaurer cette procédure-là. Vous ne pouvez pas débuter une transfusion sanguine. Vous allez pouvoir la gérer un coup qu'elle va être partie, mais c'est 2 infirmières qui doivent partir la transfusion sanguine. Vous pouvez participer à la vaccination, mais vous ne pouvez pas procéder à la vaccination. Décider de quel vaccin le patient va avoir, de faire l'évaluation du carnet de santé, c'est l'infirmière qui doit faire ça. Un coup que ça c'est fait, vous pouvez la faire, la vaccination. Tant que vous n'êtes pas infirmière, vous ne pouvez pas faire ça. De décider de l'utilisation de contention, encore là, vous pouvez participer s'il y a une infirmière avec vous, mais ça ne peut pas être vous, en tant que CPI, qui décidez d'utiliser des contentions. Et vous avez le droit d'ajuster votre PTI, sauf pour toutes ces situations-là. Vous n'avez pas le droit d'ajuster le PTI pour des trucs que vous n'avez pas le droit de faire, c'est bien évident. Ensuite de ça, faire la différence entre un ordre professionnel, un syndicat et une association professionnelle, c'est facile. L'ordre professionnel, c'est l'OIQ. L'OIQ a fait quoi? Elle protège le public. Le public. Le syndicat, c'est la FIC, voyons, la FIC, nous, c'est la FIC, mais là, j'essaie de trouver un autre syndicat, mais j'en trouve pas. Puis la FIC, elle protège qui? Elle protège nous. Alors, l'OIQ, les ordres professionnels protègent le public, les syndicats protègent les travailleurs et les associations professionnelles, c'est des associations de type l'Association des infirmières en urgence du Québec. C'est des associations où on peut avoir des formations spécifiques. Ça protège personne. C'est pas là pour ni le public ni les travailleurs. C'est là pour informer. C'est là pour regrouper des gens qui travaillent dans les mêmes milieux. Alors là, je vais arrêter mon enregistrement parce que j'arrive dangereusement proche de mon 15 minutes et de toute façon, j'ai terminé. Alors, voici votre premier cours en engagement professionnel. Je vous souhaite un bon visionnement. J'espère que vous avez apprécié.